Vous écoutez Crime Story, Nordal-Lelandais, 2e épisode sur 4. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août 2017, Maëlys, une petite fille de 8 ans et demi, disparaît pendant une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Dès les premiers jours de l'enquête, les gendarmes soupçonnent un homme de 34 ans, invité à la dernière minute, d'y être pour quelque chose. D'autant que ses déclarations, lors d'une première audition, ne collent pas avec celles d'autres personnes présentes au mariage. Un autre détail intrigue les enquêteurs au sujet de cet invité tardif aux noces de Pont-de-Beauvoisin. Il avait plusieurs téléphones portables, et l'un d'eux a été éteint au moment de la disparition de Maëlys. L'a-t-il fait de son plein gré pour ne pas laisser de traces de ses mouvements ? Le procureur de Bourgoin-Jallieu veut éviter de tirer de ce placement en garde à vue toute conclusion hâtive. L'objectif est de mettre la pression à cet homme pour savoir ce qu'il a précisément fait dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août. Les gendarmes apprennent que leur suspect a déjà été poursuivi pour avoir vendu des produits stupéfiants. Il est possible qu'il ait profité du mariage pour essayer de vendre de la drogue et que ces mensonges aient pour objectif de cacher cette activité de dealer. Une perquisition est organisée au domicile de ses parents où il réside. Sa voiture, une Audi A3 grise, est également saisie en vue de faire pratiquer des prélèvements à l'intérieur de l'habitacle. Les premières analyses et fouilles menées sur le terrain de la maison parentale ne donnent rien. Le vendredi 1er septembre, Maëlys a disparu depuis 6 jours et ils sont désormais 2 hommes à se trouver en garde à vue. Dans la matinée, un autre trentenaire a été interpellé. Il s'agit d'un ami du premier suspect. Il était lui aussi présent au mariage et a lui aussi fourni des explications contradictoires pendant sa première audition devant les gendarmes. Le premier des 2 gardés à vue, qui expliquait d'abord n'avoir pas quitté la fête de toute la soirée, reconnaît finalement s'être absenté à un moment. Il s'était taché avec du vin et il a fait l'aller-retour jusque chez lui, à quelques kilomètres de la salle des fêtes pour se changer. Mais les enquêteurs apprennent que le lendemain du mariage, le dimanche 27 août, il a entièrement nettoyé sa voiture. Il se justifie par le fait qu'il avait prévu de la vendre. Il avait même déjà trouvé un client. Les enquêteurs contactent le client, qui confirme en effet. Autre élément sur lequel les enquêteurs souhaiteraient l'entendre, 2 griffures qui apparaissent sur un de ses bras et un de ses genoux. Le suspect dit s'être égratigné en jardinant au milieu de framboisiers. Enfin, plusieurs invités ont confié aux gendarmes que cet homme avait eu une certaine proximité avec la fillette durant la soirée. Lui dément, reconnaissant juste avoir pu la croiser et avoir échangé un mot avec elle comme ont pu le faire d'autres personnes présentes à ce mariage. Une confrontation entre les 2 hommes est organisée. Mais rien n'en ressort. En fin de journée, ils sont tous les 2 relâchés. Le parquet de Bourgoin-Jallieu est dessaisi au profit du pôle criminel de Grenoble. Le samedi 2 septembre, le procureur de Grenoble prend la parole. En l'état, dit-il, des charges suffisantes n'ont pas été réunies contre ces personnes pour permettre de les déférer devant un juge d'instruction. En l'état du dossier, aucune charge suffisante n'a été réunie, des charges suffisantes n'ont pas été réunies contre les personnes gardées à vue. Et je le dis, c'est en l'état. Damien Delceni, le fait que le procureur emploie le terme « en l'état » n'est pas anodin. Ça confirme quand même qu'ils ont quelques soupçons. Alors, pas sur le 2e homme qui a été placé en garde à vue plus tard. Lui, il est mis rapidement hors de cause. Mais en revanche, sur le premier, l'homme de 34 ans, ils ont de sérieux doutes. Ils ne sont notamment pas du tout convaincus par ses explications sur son départ de la fête en plein milieu de la nuit, où il explique qu'il s'est taché avec du vin, qu'il est rentré chez lui pour se changer. Ça leur paraît bizarre. Les plaies qu'il a, les égratignures qu'il a sur le bras et sur les genoux, ils trouvent ça aussi évidemment très étrange. Les enquêteurs ont aussi eu le temps d'analyser ces lignes téléphoniques. Et ils y découvrent plusieurs choses intéressantes. Une de ces lignes ne sert que, en fait, à ces rencontres, à la fois féminines et masculines. Il n'y a aucun trafic qui est constaté sur cette ligne entre le 25 août et le 27 août 2017. On sait aussi qu'il a placé son téléphone en mode avion à 2h46. Or, Maëlys, elle est vue pour la dernière fois en train de remettre ses sandales à 2h45, c'est-à-dire 1 minute avant
que cet homme décide de couper son téléphone. Dernier élément, et non des moindres, lorsque les policiers vont un peu regarder au niveau de ses consultations Internet, ils vont s'apercevoir que le 25 avril 2017, cet homme a fait des recherches sur Internet avec comme mot-clé, entre guillemets, décomposition d'un corps humain. Alors, c'était certes bien avant la disparition de Maëlys, plusieurs mois auparavant. Ça peut être un simple hasard, mais il faut reconnaître que cette recherche est quand même extraordinairement bizarre et qu'il apparaît aux enquêteurs que ça peut être un élément qui va être important pour la suite de l'affaire. Les gendarmes apprennent aussi que le jour du mariage, le samedi 26 août 2017, cet homme a consulté des sites pornographiques. Oui, toujours dans leur recherche sur le trafic Internet de cet homme sur ses supports, que ce soit téléphonique ou ordinateur, ils se rendent compte qu'effectivement, le matin du mariage, il a fait plusieurs recherches sur des sites pornographiques avec des mots-clés, alors qui sont des mots-clés en anglais, mais qui sont tous tournés vers la recherche de scènes pornographiques avec des enfants, voire de très jeunes filles. On a des mots-clés qui sont absolument sans ambiguïté. Ces consultations de sites pornographiques qu'on peut qualifier de pédophiles, elle est également constatée pour la journée du 27 août, c'est-à-dire le lendemain de la disparition de Maëlys, et ce jusqu'en début de soirée, jusqu'à 20h42 précisément, avec toujours des mots-clés qui visent à rechercher des vidéos avec de très jeunes filles. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les gendarmes l'ont relâché ? Alors, tout simplement parce qu'une garde à vue en cette matière, donc d'enlèvement, séquestration, voire de meurtre, le maximum c'est 48 heures, c'est-à-dire 24 heures renouvelables une fois. Donc quand on est dans ce cadre où on a, à la place des gendarmes, des suspicions très fortes sur une personne, mais qu'on n'a pas d'éléments de preuve complètement implacables, qu'on a juste un faisceau de suspicions, un faisceau d'indices, il est toujours préférable d'interrompre la garde à vue et de se dire qu'on va garder du crédit, en quelque sorte, des heures à venir pour le moment où on aura peut-être plus de choses à présenter au suspect. Et c'est la décision qui est prise de se dire, voilà, cet homme, il nous paraît extrêmement étrange, il a un comportement étrange, il dit pas forcément toute la vérité, mais pour l'instant, on n'a pas l'atout maître à lui mettre sous le nez, donc on va interrompre cette garde à vue, quitte à la reprendre plus tard. Et c'est finalement exactement ce qui se passe à la fin du week-end, puisque le dimanche 3 septembre, l'homme est de nouveau placé en garde à vue. Alors non seulement il va être replacé en garde à vue, réentendu, mais surtout, le soir même, il est mis en examen pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de 15 ans et il est placé immédiatement en détention provisoire à la prison de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère parce qu'entre ce moment où ils l'ont relâché et cette fin de week-end, ils ont reçu des prélèvements effectués dans sa voiture et dans sa voiture, il y a l'ADN de Maëlys. Ce suspect s'appelle Nordal Lelandais. Présenté au juge d'instruction dans l'après-midi, il est incapable d'expliquer dans un premier temps la présence de cet ADN dans sa voiture sur le bouton de commande des phares à gauche du volant et superposé au sien. 8 jours après la disparition de la petite fille, celui qui est désormais le suspect numéro 1 passe sa première nuit en prison. Jusqu'alors, il vivait en Savoie, à seulement quelques kilomètres de Pont-de-Beauvoisin, un peu à l'écart du village de Domessin. Le pavillon de ses parents se trouve là, dans un quartier niché dans la verdure, sur les contreforts des Alpes. Nordal Lelandais a été scolarisé à l'école primaire des Allobroges, à Pont-de-Beauvoisin, et il a arrêté sa scolarité avant d'atteindre le bac. Amateur de pêche et de chasse, il est surtout passionné par les chiens. Lorsqu'il intègre l'armée, c'est d'ailleurs pour y exercer au sein d'une équipe cynophile, dans laquelle il reste 5 ans. En 2010, il se lance à son compte comme éducateur canin. Mais ses affaires ne marchent pas. Nordal Lelandais se met alors à enchaîner les petits boulots, en intérim ou en extra dans des restaurants. Actif sur les réseaux sociaux, il ne cache pas son grand intérêt pour les arts martiaux. Le mardi 5 septembre 2017, une première photo de lui est publiée dans la presse. Son visage est flouté, mais on peut voir distinctement que sa silhouette est musclée. Nordal Lelandais est vêtu d'un t-shirt rose pâle et d'un jean. Il est entouré de 2 malinois, des chiens souvent utilisés comme chiens de défense. Dans les jours qui suivent sa mise en examen, Nordal Lelandais est à nouveau entendu. Et la mémoire lui est revenue. Il a bien discuté avec Maëlys et il l'a même fait monter dans sa voiture en compagnie d'un petit garçon parce que les 2 enfants souhaitaient voir ses chiens qu'il avait laissés dans son Audi. Il parle d'un petit blondinet qui serait venu avec la fillette à ce moment-là. Le jeudi 7 septembre,
Un enfant qui pourrait correspondre à cette description est entendu par les gendarmes. Mais ce n'est pas lui. Les enquêteurs cherchent encore un peu et finissent par conclure que ce petit garçon décrit par le suspect n'existe pas. Alors pourquoi l'avoir inventé ? Cet élément fragilise un peu plus la version de Nordal Lelandais. La maman de Maëlys a elle-même été interpellée par le comportement de cet homme pendant la soirée. Elle a constaté qu'il montrait à sa fille des photos de ses chiens sur son téléphone portable. Maëlys adorait les chiens. Après le dîner, elle a parlé à plusieurs personnes de cet homme en le désignant comme son tonton devant certains, ou son copain devant d'autres. Quand tous les invités se sont mis à chercher la fille, sa mère est allée voir Nordal Lelandais pour lui demander s'il avait vu Maëlys. Il a répondu que non, et n'a pas paru vraiment concerné par la disparition de cette petite fille. Contrairement aux autres invités, il n'était pas inquiet, et il est reparti avant l'arrivée des gendarmes. Damien, les gendarmes continuent d'enquêter sur cet homme. Sur cet homme et sur sa voiture, cette fameuse Audi A3 qui les intéresse particulièrement parce que, d'abord, ils ont trouvé un peu d'ADN de Maëlys dans cette voiture, on l'a dit sur les commandes, mais ces traces ADN, pour eux, c'est pas encore assez. Là, ça permet de savoir qu'éventuellement elle a posé son doigt quelque part ou qu'elle a touché Nordal Lelandais ou que Nordal Lelandais l'a touché et a transféré de l'ADN en quelque sorte sur cette commande. Mais c'est pas encore du matériel génétique suffisant. Ça peut le déstabiliser, mais ça fait pas de lui un coupable, surtout qu'il répond que oui, finalement, comme elle est montée dans sa voiture, s'il y a de l'ADN au niveau du tableau de bord, c'est pas complètement surprenant. Mais ils sont sûrs, les enquêteurs, qu'ils vont pouvoir trouver plus. D'autant qu'ils découvrent qu'à peine après avoir été entendu comme simple témoin par les gendarmes le dimanche 27 août, Nordal Lelandais s'est précipité à la station de lavage pour nettoyer son Audi A3. Oui, et pas un petit nettoyage tout simple et rapide. Là, c'est un lessivage complet, même extrêmement minutieux auquel il va se livrer. Il est filmé d'ailleurs par les 2 caméras de surveillance de la station de lavage et il va nettoyer sa voiture pendant plus de 2 heures. 2h17 exactement si on regarde les bandes vidéo, pendant lesquelles donc il récure sa voiture quasiment de manière obsessionnelle. Il est vu sortir par le siège avant côté passager, on le voit utiliser beaucoup de produits détergents et on le voit surtout insister sur le côté droit du véhicule ainsi que dans le coffre qu'il semble vraiment aussi nettoyer de fond en comble. Il utilise notamment l'aspirateur pendant plus de 41 minutes. Oui, plus de 40 minutes d'aspirateur, c'est beaucoup. On l'a dit, des produits détergents qui sont d'ailleurs tellement puissants qu'ils vont troubler l'odorat des chiens de la gendarmerie. Un nettoyage extrêmement méthodique, les poignées de porte à l'intérieur, à l'extérieur, la portière côté passager. En revanche, par exemple, les phares avant du véhicule, il ne les nettoie pas du tout. Donc cette insistance sur certaines parties de la voiture, potentiellement un endroit où a pu séjourner Maëlys, et d'autres parties qu'il néglige complètement, interroge encore plus les enquêteurs. En parallèle de l'enquête sur la disparition de Maëlys, les gendarmes tentent d'en savoir plus sur Nordal Lelandais lui-même. Ils identifient de très nombreuses partenaires féminines connues sur des sites de rencontres où il ne donnait pas sa véritable identité. Nordal Lelandais entretenait en même temps des relations plus sérieuses et plus durables. Il est décrit par ses anciennes compagnes comme un partenaire tendre, gentil, attentif et respectueux du désir de l'autre. Mais il pouvait également être menaçant, surtout lors des phases de rupture. Certaines femmes lui reprochaient d'être menteur et manipulateur. Nordal Lelandais a également eu des relations avec des hommes. L'un d'eux, rencontré via un site en ligne courant 2016, raconte avoir eu plusieurs relations sexuelles avec lui. Des relations qu'il décrit comme normales et respectueuses. Il précise que Nordal Lelandais était parfois vêtu d'habits militaires et qu'ils avaient déjà évoqué ensemble un scénario de simulation d'enlèvement pour lequel son partenaire était monté volontairement dans le coffre de sa voiture. Le samedi 21 octobre, la presse relaie la présence d'un nouvel élément gardé secret jusque-là. Depuis le début de l'enquête, les gendarmes disposent d'une image issue de la vidéosurveillance de la ville de Pont-de-Beauvoisin. À 2h47, cette image capture une Audi A3 dans le centre-ville. La voiture vient de la direction de la salle des fêtes. À l'avant, côté conducteur, on voit des mains, dont une porte un bijou semblable à celui que porte Nordal Lelandais. Côté passager,
on distingue une forme blanche. Impossible que ce soit un reflet, estiment les spécialistes. Or, ce soir-là, Maëlys portait une robe blanche. Nous avons affaire à des vidéos de caméras de surveillance. Sur 2 de ces vidéos, nous voyons une forme blanche, plus qu'une forme, puisque c'est une silhouette de petite taille, semble-t-il, une enfant, ou en tout cas quelqu'un de petit, avec une robe blanche et des cheveux qui semblent bruns, dénoués, qui est à droite. Récapitulons. Le procureur de Grenoble fixe la disparition de Maëlys à 2h45 du matin. À 2h46 et 12 secondes, Nordal Lelandais met son téléphone en mode avion. Puis à 2h47, sa voiture est filmée. Confronté à ces images, Nordal Lelandais affirme que le véhicule filmé n'est pas le sien et qu'il ne se trouvait pas à cet endroit à ce moment-là. Mais pour le procureur, il s'agit bien de son Audi A3. Le véhicule, qui est une Audi A3, comme celle de Nordal Lelandais, est corrélé avec celui-ci par un certain nombre d'éléments, d'autocollants. Identifiables grâce à des autocollants, à ses jantes et à un défaut d'éclairage sur la plaque arrière. Le suspect aurait donc fait 3 allers-retours, de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin à son domicile de Domessin, puis un aller simple pour rentrer chez lui. À plusieurs reprises, il a coupé son portable, pour ne pas être repéré, selon les enquêteurs. « Je voulais économiser ma batterie », rétorque le suspect. Malgré l'accumulation d'éléments à charge, Nordal Lelandais ne se démonte pas devant les juges et maintient ses dénégations. C'est un homme qui s'exprime calmement, avec beaucoup de sang-froid, analyse le procureur. Damien, 3 mois après la disparition de Maëlys, le procureur de Grenoble estime qu'il n'y a plus aucune chance qu'elle soit en vie. Oui, alors il estime d'abord cela et ensuite il estime et il est sûr que c'est bien Nordal Lelandais qui l'a tué. Il avance même un créneau horaire, une fourchette horaire pour ce meurtre qu'il situe entre 2h45 et 3h24. Pourquoi ce créneau horaire ? 2h45, on sait que c'est la dernière trace de vie de Maëlys qui est vue en train de remettre ses sandales dans la salle des fêtes. 3h24, c'est l'heure à laquelle une caméra de vidéosurveillance va filmer l'Audi A3 de Nordal dans le sens du retour vers la salle des fêtes. Donc, le procureur estime que l'enlèvement, il s'est produit aux alentours de 2h45, puisqu'on sait qu'à 2h46, il coupe son téléphone portable, il le met en mode avion. Donc on peut penser qu'à ce moment-là, il ne veut plus être repéré. C'est pendant ces 39 minutes, entre le dernier signe de vie de Maëlys et le retour de la voiture vers la salle des fêtes, que le procureur estime que le meurtre a été commis. Donc ça, c'est la conviction du procureur, que Nordal Lelandais a bel et bien tué Maëlys. Il n'a pas seulement tué Maëlys, il l'a aussi fait disparaître. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de corps. Et le procureur d'ailleurs pense à ce moment-là que cette affaire ne sera peut-être, selon ses dires, jamais complètement résolue tant qu'on n'aura pas retrouvé l'enfant. Et il ajoute, nous ne sommes pas certains de réussir à la retrouver. Le jeudi 30 novembre, Nordal Lelandais est mis en examen pour meurtre. On n'a toujours pas de corps, mais voilà, la conviction des enquêteurs, c'est que malheureusement, Maëlys a été tuée par Nordal Lelandais. Alors, les enquêteurs maintenant, le but c'est effectivement de retrouver le corps et puis surtout d'essayer de reconstituer les 3 heures de trou noir dans l'agenda nocturne de Nordal Lelandais. On l'a dit, il revient vers la salle des fêtes aux alentours de 3h30 du matin, mais simplement il va quitter définitivement la salle des fêtes à 3h57, alors qu'on le sait, les invités, la famille de Maëlys sont en train de la chercher. Lui, il va disparaître, donc 3h57, il quitte définitivement la salle des fêtes et on sait, par le bornage de son téléphone, qu'il ne rentrera chez lui au domicile de ses parents qu'à 7h06 du matin. Donc il y a un peu plus de 3 heures pendant cette nuit où on ne sait pas où se trouve Nordal Lelandais et selon les enquêteurs, c'est sans doute pendant cette période, entre son départ définitif de la salle des fêtes et son retour chez lui, qu'il a dissimulé probablement le corps de la petite fille. Le lundi 18 décembre, les enquêteurs reçoivent une information capitale. Ils ont reçu cette information quelques jours auparavant et effectivement, on apprend ce lundi 18 décembre que Nordal Lelandais a été extrait de sa cellule de prison pour être à nouveau placé en garde à vue, mais dans une toute autre affaire, pas dans celle de la disparition de Maëlys, dans celle de la disparition d'un jeune militaire de 23 ans qui s'est volatilisé 3 mois avant la disparition de la fillette. C'était en avril 2017 à Chambéry, en Savoie.
Vous venez d'écouter le 2e épisode sur 4 de Crime Story consacré à Nordal Lelandais. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualtirotti, Clara Grouzis et Thibault Lambert. À la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny, suite et fin de ce podcast la semaine prochaine dans les épisodes 3 et 4. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.